Marks & Spencer est une institution nationale en Grande-Bretagne. En 1998, un tiers des Britanniques achètent dans ses vêtements. 1 milliard de livres de bénéfices. 2 premiers ministres, Margaret Thatcher et John Major, y achètent publiquement leurs sous-vêtements. C'est l'entreprise intouchable. Et puis tout s'effondre. Les bénéfices passent de 1 milliard à 145 millions de livres. L'action plonge. En 2004, une OPA hostile de 8 milliards de livres menace de les avaler. Stuart Rose prend alors les rênes au milieu du chaos et raconte toute l'histoire dans le Harvard Business Review. Qu'est-ce qui s'est passé ? Marks & Spencer n'a pas été tué par un concurrent plus fort. L'entreprise s'est tuée elle-même. Comment ? En lançant 31 projets stratégiques en même temps. 31, pilotés par des consultants externes. Le message implicite aux équipes, on n'a pas les compétences en interne. Résultat, la vraie force de l'entreprise, la connaissance de ses clients et la loyauté de ses employés a été complètement ignorée. Pendant ce temps, Next et Asda gagnaient des parts de marché. Quand Stuart Rose arrive, il tue les 31 projets et il revient à 3 priorités. Améliorer les produits, rénover les magasins et rehausser le service. Retour aux fondamentaux. En 2 ans, les bénéfices remontent de 405 millions, soit plus de 32%. Marks & Spencer avait toutes les données du monde. Mais personne n'avait posé le bon diagnostic. Si quelqu'un avait pris 5 minutes pour regarder honnêtement l'entreprise, il aurait écrit « Votre vraie force, c'est votre marque et vos équipes. Votre vraie faiblesse, c'est la dispersion. 31 projets en même temps, c'est 0 projet. » Deuxième histoire, Delta Airlines. En 2004, la compagnie américaine est en faillite, comme United Airlines, comme US Airways, comme Northwest. Le transport aérien est un cimetière d'entreprises aux États-Unis. Delta sort du régime de faillite en 2007 et là, au lieu de faire comme tout le monde, couper les coûts, licencier, survivre, le nouveau PDG Richard Anderson fait 2 choses que personne ne comprend. Premièrement, il achète une raffinerie de pétrole. Oui, une compagnie aérienne qui achète une raffinerie. Pourquoi ? Parce que le carburant est le premier poste de coût d'une compagnie aérienne et que le prix du pétrole, c'est la menace numéro 1 du secteur. Anderson décide de transformer cette faiblesse en force en contrôlant directement son approvisionnement. L'industrie est choquée, mais le calcul est simple. Au lieu de subir les coûts du pétrole, Delta les maîtrise. Deuxièmement, il redistribue 10% des bénéfices à tous les employés, du pilote à l'agent au sol, et il offre 15% des capitaux propres de la société au personnel. Le message est l'inverse de Marks & Spencer. Notre vraie force, ce sont nos gens. Au lieu de faire appel à des consultants externes, il investit dans la force interne. Résultat, Delta redevient l'une des compagnies les plus rentables au monde et réintègre l'indice S&P 500, l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, la référence absolue pour mesurer la santé d'une grande entreprise américaine. Tout ça raconté par Anderson lui-même dans le Harvard Business Review. 2 entreprises face à une crise. L'une, Marks & Spencer, ignore ses vraies forces, se disperse dans 31 projets et s'effondre. L'autre, Delta, identifie sa pire faiblesse, le coût du carburant, et la transforme en avantage en achetant une raffinerie. L'une ignore son diagnostic, l'autre l'utilise pour se réinventer. 2 entreprises. L'une a ignoré son diagnostic, 31 projets, aucune priorité, aucune décision. L'autre a utilisé le diagnostic pour se réinventer en transformant ses menaces en opportunités et ses faiblesses en force. La différence entre les deux, un outil que vous connaissez probablement de nom, mais 90% des gens utilisent mal, le SWOT. Bonjour, je suis Daniel Doman, consultant en système d'information et en stratégie de service. Si cette vidéo vous est utile, mettez un like, ça aide la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait un SWOT pour votre business et surtout, est-ce qu'il a débouché sur des décisions concrètes ? Aujourd'hui, on prend tout le travail des vidéos précédentes, le pestel et les 5 forces de porteur, et on les synthétise en un seul diagnostic. Puis, on va aller plus loin que le SWOT classique avec la matrice TOWS, l'outil qui transforme le diagnostic en plan d'action. Toujours avec NutriCrunch et Trans-Europe Express. Eh bien, on y va. Le SWOT, c'est 4 lettres. Strength, Weakness, Opportunity, Threats. En français, force, faiblesse, opportunité, menace. 4 cases dans une matrice. L'axe horizontal sépare ce qui aide de ce qui freine. L'axe vertical sépare ce qu'on contrôle, l'interne, de ce que l'on subit, l'externe. Simple en apparence, mais la plupart des gens font 3 erreurs qui rendent le SWOT complètement inutile.
Erreur numéro 1, confondre l'interne et l'externe. Le marché est en croissance. Ah, c'est une opportunité? Eh bien non, ce n'est pas une force. Si le marché croît, il croît pour tout le monde, y compris pour vos concurrents. Une force, c'est quelque chose que vous maîtrisez et que vos concurrents n'ont pas. Erreur numéro 2, la liste fourre-tout. 15 points par case, du très important au anecdotique, sans aucune hiérarchie. C'est le meilleur moyen de ne prendre aucune décision. Un bon SWOT, c'est 3 à 5 points maximum par case, priorisés et expliqués. Et enfin, erreur numéro 3, le SWOT poster. Un joli tableau qui finit au mur du bureau et qui ne mène finalement à aucune action. C'est exactement ce qui est arrivé à Mark Spencer. Des tonnes d'analyses, zéro synthèse, zéro priorité. Et c'est pour ça que je vais insister sur un point. Le SWOT, ce n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. On ne s'assoit pas devant une matrice vide en se demandant quoi écrire. On a fait le travail avant, le pestel pour l'environnement et les 5 forces de porteurs pour la concurrence, et maintenant on va synthétiser. Reprenons tout ce que l'on sait sur NutriCrunch depuis le pestel et les 5 forces de porteurs. On va remplir ce SWOT case par case et chaque point sera tracé à sa source. Commençons par les forces, ce que NutriCrunch maîtrise en interne. Dans le pestel, on avait vu que la PAC soutient les circuits courts et que 63% des consommateurs privilégient le naturel. Première force, donc, le positionnement 100% ingrédients français, une vraie différenciation made in France qui s'appuie sur des tendances de fond. Porter nous a montré également que le pouvoir des clients est fort, surtout via les centrales d'achat. Deuxième force, la vente directe en ligne. Relation directe avec le client, marge plus élevée et des données clients que les concurrents en grande surface n'auront donc pas. John Magretta, dans Comprendre Michael Porter, montre que Neutrogena a bâti sa crédibilité grâce à la recommandation médicale. Eh bien, c'est la troisième force pour NutriCrunch. Un récit de marque authentique combiné à une crédibilité santé, recommandé par des nutritionnistes, pas jugé sympa sur Instagram. Et la quatrième force, l'agilité. Si la réglementation change, par rapport à une évolution du Nutri-Score par exemple, NutriCrunch peut reformuler ses recettes en quelques semaines. Un gros mais des mois. Passons aux faiblesses. Première faiblesse, un budget marketing limité face aux gros. Feed, Gerblé, Decathlon, Aptonia investissent massivement, NutriCrunch ne peut pas suivre. Deuxième faiblesse, pas de réseau de distribution physique. NutriCrunch est invisible en magasin, 100% en ligne au départ. Troisième faiblesse, la dépendance à la protéine de lait. Lactalis et Frontera dominent le marché, peu de marge de négociation. Et la plus inquiétante, aucune barrière naturelle à l'entrée. Un concurrent peut copier NutriCrunch en quelques semaines. C'est exactement là que l'histoire de Skechers est parlante. En 1993, selon une étude réalisée dans le Harvard Business Review, Skechers attaque le marché de la chaussure de sport dominé par Nike, Reebok et Adidas. Mais pas frontalement. Ils entrent par les boots utilitaires, un segment que les géants ignoraient. La leçon, quand vos barrières sont faibles, ne vous battez pas sur le terrain des pros. Créez votre propre terrain. C'est ce que NutriCrunch doit faire avec le snack protéiné 100% français. Les opportunités, ce que l'environnement offre. Première opportunité, un marché du snacking de 22,3 milliards d'euros, en croissance de 9,5% par an. Deuxième opportunité, les chiffres parlent. 57% des consommateurs cherchent des protéines dans leur snack. 63% privilégient le naturel et 80% veulent connaître l'origine de ce qu'ils mangent. NutriCrunch coche ces 3 cases. Troisième opportunité, France 2030. Le gouvernement a mis 2,5 milliards d'euros sur la table pour l'alimentation saine et durable. C'est du financement public accessible. Quatrième opportunité, un segment inexploité, les seniors. De 12 à 21 millions de plus de 60 ans en France d'ici 2035. Pouvoir d'achat et un vrai besoin de maintenir leur masse musculaire. Personne ne leur parle. À présent, les menaces. Première menace, les nouveaux entrants permanents. Un laboratoire agro qui produit en marque blanche, plus une boutique Shopify, lancée en 48 heures et vous avez un nouveau concurrent. Des dizaines arrivent chaque année. Deuxième menace, les marques de distributeurs qui copient. Carrefour Veggie, Decathlon Aptonia, ils ont le réseau, les volumes et les coûts plus bas. Troisième menace, la hausse du cacao et de certaines protéines. Malgré une inflation globale à 1%, ces matières premières spécifiques restent sous tension. Quatrième menace, le Nutri-Score qui évolue au niveau européen. Si les règles durcissent, c'est une reformulation obligatoire des recettes. Et enfin la dernière, plus lointaine mais réelle, les protéines de laboratoire, l'impression 3D alimentaire, le scénario de rupture technologique. Pas pour demain, mais à surveiller. À présent, passons à Trans-Europe Express. Et là, vous allez voir quelque chose de fascinant. Le même phénomène que Delta Airlines. Commençons par les forces.
Eh bien, première force, 35 camions, une taille critique suffisante pour décrocher des contrats industriels sérieux. Deuxième force, Lyon, un vrai carrefour logistique au cœur du corridor européen. Autoroute A6, A7, A43 et la proximité immédiate de l'Italie, de la Suisse et de l'Espagne. Troisième force, 15 ans d'expérience et des relations clients établies. Dans un secteur où on change de transporteur d'un coup de fil, la confiance est un actif précieux. Et la quatrième force, une flotte Euro 6 récente. C'est un avantage direct sur les zones à faible émission et les péages indexés sur le CO2. Les faiblesses. Première faiblesse, des marges de 1 à 3% net. Aucun matelas donc en cas de choc. Deuxième faiblesse, la dépendance totale au gasoil. Zéro pouvoir de négociation sur le prix du carburant. Troisième faiblesse, le recrutement. 50 000 postes de chauffeurs vacants en France, 2 millions en Europe. Trouver et garder des chauffeurs, c'est devenu le facteur limitant du secteur. Et la quatrième faiblesse, la digitalisation en retard. Des plannings sur Excel, pas de traçabilité en temps réel, dans un monde où les clients exigent des données CO2 par prestation, c'est un réel handicap. Les opportunités, c'est là que ça devient fascinant. Première opportunité, la pénurie des chauffeurs qu'on voyait dans les faiblesses du secteur. Regardez l'autre face. Les transporteurs fiables qui ont leurs chauffeurs deviennent rares et précieux. La pénurie élimine les concurrents fragiles. Deuxième opportunité, les zones à faible émission. On les voyait comme une contrainte, mais elles éliminent aussi tous les concurrents à flotte ancienne. Moins de concurrents, plus de pouvoir de négociation pour ceux qui restent. Troisième opportunité enfin, la traçabilité CO2 par prestation. Une obligation réglementaire qui devient un argument commercial haut de gamme. On vend le bilan carbone, pas juste le transport. Quatrième opportunité, l'intelligence artificielle pour l'optimisation des tournées. 10 à 15% d'économie sur le carburant à 115 $ le baril, c'est des dizaines de milliers d'euros par an. Passons à présent aux menaces. Le pétrole à 115 $ le baril, c'est devenu la première menace, la crise du détroit d'Ormuz qui frappe en temps réel. Deuxième menace, les quotas carbone européens, le TS2 qui s'appliqueront aux carburants routiers en 2027, encore un coût supplémentaire qui arrive. Enfin, troisième menace, les plateformes numériques du fret. Elles n'ont pas de camions, mais elles captent les marges intermédiaires et rendent le marché plus transparent. Passons à la quatrième menace. 30% des chauffeurs actuels partent en retraite dans les années qui viennent. Le vivier se tarit. Et enfin, la dernière, à plus long terme, les véhicules autonomes entrent dans les plateformes logistiques. Scania teste des trajets de 300 km sans chauffeur sur route ouverte européenne. Le cœur de métier de Trans-Europe Express est directement visé. Remarquez le paradoxe. La pénurie des chauffeurs apparaît dans les faiblesses et dans les opportunités. Les zones à faible émission apparaissent, elles, dans les menaces et dans les opportunités. C'est exactement ce que Delta a compris avec le prix du pétrole. La même réalité peut être une menace ou une opportunité. Tout dépend de votre position et surtout de votre réaction. Ceux qui investissent maintenant transforment les menaces en avantages. Ceux qui attendent seront éliminés. Le SWOT donne le diagnostic, mais un diagnostic sans plan d'action, c'est un poster au mur. C'est l'erreur de Marks & Spencer avant l'arrivée de Stuart Rose. Des analystes partout, mais finalement aucune décision claire. La matrice TOWS résout ce problème. TOWS, c'est exactement le SWOT à l'envers, et c'est voulu. On croise chaque force et chaque faiblesse avec chaque opportunité et chaque menace. Ça donne 4 types de stratégies. 4. Force croisée avec opportunité exploitée. Pour NutriCrunch, utilisez le récit de marque Made in France pour capter la tendance du naturel sur les réseaux sociaux. La force rencontre l'opportunité. Pour Trans-Europe Express, utilisez la flotte Euro 6 et la traçabilité CO2 comme argument commercial haut de gamme. Vendre la conformité environnementale, pas juste le transport. Faiblesse croisée avec opportunité compensée. Pour NutriCrunch, le budget limité peut être compensé par les subventions France 2030. L'opportunité corrige la faiblesse. Pour Trans-Europe Express, la faible digitalisation peut être corrigée par l'intelligence artificielle d'optimisation qui arrive à maturité. On comble le retard et on optimise les coûts en même temps. Force croisée avec menace, défendre. Pour NutriCrunch, l'agilité permet de reformuler en semaine si le Nutri-Score change pendant que les gros mettent des mois. La force neutralise la menace. Pour Trans-Europe Express, les relations clients établies permettent de transformer des contrats ponctuels en contrats annuels pour bloquer les plateformes numériques. Et les faiblesses croisées avec menaces, éviter ou pivoter. Pour NutriCrunch, ne pas aller en grande distribution trop tôt, c'est le terrain de marque des distributeurs. Restez en vente directe.
pour Trans-Europe Express, se spécialiser dans une niche à plus forte marge, transport à température dirigée, matières dangereuses ou dernier kilomètre urbain propre pour sortir de la guerre des prix. Steve Hannaford, dans la Harvard Business Review, décrit ce qu'il appelle l'oligonomie. Quand des géants dominent les deux faces d'un marché, comme Walmart qui écrase ses fournisseurs, face à ces géants, les PME ont trois options. Grossir, devenir indispensable ou contourner en allant directement au consommateur. NutriCrunch fait la troisième, la vente directe. Trans-Europe Express doit faire la deuxième, devenir indispensable par la qualité de service et de traçabilité. Le SWOT dit voilà où on en est. Le TOS dit voilà ce qu'on doit faire. C'est le passage du diagnostic à la stratégie. Vous venez de voir comment transformer des pages d'analyse en diagnostic clair et en plan d'action concret. NutriCrunch, un environnement favorable mais zéro protection naturelle. La stratégie, rester en vente directe, construire la marque comme barrière et être agile. Comme Skechers, qui a attaqué le marché de la chaussure de sport non pas frontalement contre Nike, mais par un segment que les gens ignoraient. Trans-Europe Express a un environnement hostile mais plein d'opportunités déguisées. La stratégie, investir dans les chauffeurs, l'intelligence artificielle, la flotte propre, la niche. Comme Delta qui a transformé sa dépendance au pétrole en avantage en achetant une raffinerie. La leçon donc, un SWOT sans pestel, c'est une opinion. Un SWOT sans porteur, c'est un vœu pieux. Un SWOT sans TOS, c'est un poster. Les trois ensemble, ça devient un plan de bataille. Dans la prochaine vidéo, on passera à l'action concrète avec la chaîne de valeur. Où exactement investir votre argent, votre temps et votre énergie. Quelles activités créent vraiment de la valeur dans votre entreprise. On va décortiquer chaque maillon de NutriCrunch et de Trans-Europe Express pour décider où concentrer les efforts. Je vous ai mis en description les liens vers les livres que je cite dans cette série, Le Stratégore, Comprendre Michael Porter de John McGreta, qui est une pépite, et enfin le must de la stratégie du collectif Harvard Business Review, bien évidemment. Likez cette vidéo si elle vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous pour ne pas rater la chaîne de valeur, et dites-moi en commentaire dans votre business quelle est la force que vous avez sous-exploitée le plus. Je vous dis à très vite.